On repart les amis, on repart avec Stéphane Van Nuffel, le fondateur de netinvestissement.fr. Et bonjour Stéphane, donc qui vient nous voir très régulièrement pour parler un petit peu de, pour parler de ce qu'il veut d'ailleurs, il faut bien dire ce qu'il est quand même. Mais non, mais c'est ça qui est bien aussi. Et voilà, comme le disait Eric Albert, j'ai adoré cette phrase. Le problème du télétravail, c'est que ça supprime l'aléa. C'est magnifique, l'aléa. Ça supprime beaucoup de choses. Non, mais l'aléa, voilà. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de quoi tu as envie de parler. Pour moi aussi, c'est un aléa. Tu as envie de parler de transformation sur l'immobilier professionnel. Alors, entre autres, j'ai envie de parler de transformation sur les métiers de l'immobilier. Parce qu'on a, je ne sais plus, peut-être il y a 6 mois, 8 mois, après cette première phase de confinement, on avait déjà un peu parlé de la résilience des métiers. Ouais. Je me souviens, on avait abordé la grande distribution aux États-Unis au travers de Walmart, etc. Ouais, etc. tout à fait. Et en fait, je me suis dit, je me suis enfoncé un couteau dans le pied, parce qu'en regardant finalement ce thème-là, j'ai rappelé pas mal de gens qui m'avaient parlé de tout ça, qui m'ont fait arriver à avoir envie de te parler de ça. Il y a énormément de choses, Stéphane, qui se passent dans ces métiers qu'on va considérer comme les bons vieux de la vieille. Et moi, j'aime bien prendre le... Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Tu mets les magasins, tu mets la logistique, tu mets les tours de bureau, tu mets... Les commerces, les bureaux. Comme tu parlais là de télétravail, évidemment, on pourrait parler de la réorganisation des bureaux. Mais on va essayer il faut choisir, Voilà, justement, on va essayer de réduire. Et je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça, parce que tu sais que je défends avec Patrick Bertrand, le patron d'Honest, le Family Office, l'idée L'ancien patron de Cégide. Voilà. Surtout, non mais c'est bien, il faut présenter comme ça. Moi, j'aime beaucoup, on s'entend très bien sur ce sujet-là et je partage sa conviction, pourtant lui venant justement de l'IT et moi ayant plutôt une marketplace plutôt digitale, pour autant on partage une conviction profonde que le gros du mouvement qui se passe en ce moment, le gros des marges que la France peut encore créer, etc., se fait sur les anciens métiers, c'est-à-dire les fondamentaux qu'on appelle les valeurs de croissance ou les valeurs cycliques quand on parle de finance, dans leur digitalisation et dans leur innovation. Tout ne passe pas forcément, figurez-vous, par la start-up, par Coinbase, par les nouvelles... Bon, bien sûr. Il y a les vieux métiers sont déjà en mutation et ils doivent muter. Alors une fois qu'on on va se donner 2-3 chiffres pour mettre du concret. J'ai pas envie de parler, on va parler bien sûr de l'immobilier neuf, des carences de construction, etc., etc. On va surtout regarder la notion du prix. Parce que par exemple, sur le résidentiel qui parle aux auditeurs, c'est chef d'entreprise, auditeur, profession libérale, tout le monde doit se loger. C'est quand même le besoin essentiel. Il y a quand même encore, l'année dernière, 7% de construction en moins, de chantiers lancés en moins. Et 14% de permis de construire déposés en moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se dit, alors là, le lobby immobilier va dire il faut faire une crise historique sur la construction. Ça, on en a largement parlé. Absolument. Très bien. Le prix, Stéphane, surtout, c'est qu'en fait, on va se dire, alors attention, pourquoi il faut regarder l'immobilier là? Et là, c'est l'homme qui conseille des placements. Pourquoi il faut regarder l'immobilier? Parce qu'en fait, il va y avoir une baisse d'offres historiques, j'en sais pas. Quand on écoute les promoteurs immobiliers, c'est toujours historique, la crise immobilière. Mais là, une fois de plus encore, les banquiers font ce qu'ils peuvent, mais si vous avez des taux bas d'un côté et qu'en plus vous avez une carence de produits immobiliers, la résilience naturelle de l'immobilier, malgré cette crise, sur le résidentiel déjà, comme ça on efface ce produit, il faut foncer. Parce qu'en fait, les prix, ils vont se maintenir. Ça n'est pas simplement de la surévaluation, peu importe, non. C'est là, on est sur de la mathématique financière. Il y a un problème d'offre. Il y a des taux bas. Tout à fait. Forcément, les prix... Juste, je tempère quand même. Attention, ça s'appelle la peau de léopard. L'emplacement. C'est-à-dire, il y a toujours des trous noirs partout. Donc voilà. Mais là, on parlait de professionnel. Alors, une fois qu'on se dit ça, après, il y a 2 autres métiers qui sont hyper intéressants à regarder. Il y a l'immobilier professionnel et donc 2 catégories de produits dont je voulais parler aujourd'hui. L'hôtellerie et le professionnel, bureau, commerce, etc. Donc en gros, pour te faire simple, les SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier, qu'on connaît, cette fameuse pierre-papier, qui vaut aujourd'hui à peu près 80 milliards de collecte, encore 6 milliards l'année dernière malgré la crise, et dont les rendements moyens, alors qu'on parle quand même à 67% de commerce et de bureaux, ou 70% même si on rajoute un peu les nouveaux bureaux modernes, coworking, etc. L'année dernière, c'est encore du 4,20 de rendement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces métiers sont hyper adaptés et vont très vite tourner. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà de la crise et de l'absence des occupants qui sont donc les salariés ou les clients pour les commerces, il y avait déjà des mutations dues aux nouvelles technologies. Et c'est là où je rejoins Patrick Bertrand. La 5G, la fibre, les équipements, etc. faisaient que tous ces vieux bureaux ou tous ces vieux centres commerciaux, etc. étaient déjà en mutation avant même qu'on se pose la question du sanitaire et du télétravail. C'est pour ça que le télétravail,
Ça fait moi depuis le début que mon associé Karl et moi, et pourtant on est du phygital. Donc nous, nos clients, on les voit au téléphone et en visio. Donc qu'ils soient en télétravail ou au bureau, nos équipes, c'est que de l'humain qui fait qu'ils viennent au bureau. Sinon, ils pourraient faire la même chose chez eux. Bon, mais aujourd'hui, en vrai, on n'a jamais cru à cette espèce d'inquiétude du télétravail à tout prix. Parce que tu parlais justement de cette non-maîtrise, non pas dans le management, parce qu'on n'est plus dans un management vertical à l'ancienne, mais dans l'utilisation de l'espace social qu'est un bureau. Donc ce que tu dis, parce que ça part un peu dans tous les sens, mon cher Stéphane, ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les stocks de bureaux et l'ensemble de l'immobilier commercial offrent encore des opportunités très intéressantes d'investissement. Exactement. Voilà. Comme tu disais pour l'immobilier de logement, l'emplacement, mais plutôt l'utilisation. Ouais. Et si tu as remarqué, quand tu passes devant la Défense, il y a encore des tours qui sont en construction, alors qu'on sait qu'il y a d'autres bureaux qui sont vides. Il était à ta place hier, le DG de Paris La Défense. Bien, ça tombe bien. La question est juste de se dire... Je disais la même chose que toi, d'ailleurs. La question est de te dire quelle est l'utilisation demain. Il y aura, malheureusement, pardonne-moi de le dire, je ne vais pas dire des morts, parce que c'est un peu fort, surtout quand on est en crise sanitaire, mais il y aura des accidents et des laissés pour compte. Il y a des actifs immobiliers qui seront plus adaptés. Même dans le 8e arrondissement de Paris, il pourrait y avoir des immeubles qui sont trop vieux, qui sont plus adaptés pour des questions climatiques, etc. Donc, il y a une mutation là-dessus qui est hyper intéressante. Et dans les produits financiers que moi je propose sur des sous-jacents immobiliers, c'est là où c'est hyper intéressant, parce que tu vois que très vite, des acteurs immobiliers, ou alors on imagine tous qui gagnent beaucoup d'argent, etc., sont en fait extrêmement innovants, extrêmement rapides dans leur adaptabilité de leurs locaux pour répondre au service qui est le service du moment. Alors évidemment, dans la santé, et la logistique. Alors justement, j'allais y venir. Entrepôt. Tu sais, les retail parks, à un moment donné, ça a été la mode. Les retail parks, si on te mettait un Burger King, un Bricomarché, un machin, bon, ok. Et les grands faiseurs et les grands spécialistes de ça, quand ils ont vu arriver une petite contraction, et alors a fortiori la crise sanitaire de l'année dernière, le confinement, etc., ont tout de suite pris le virage et ont utilisé des projets qu'ils avaient construits qui devaient normalement être des projets pour des enseignes du vêtement, etc., donc non essentiels. Et ils en ont fait quoi ? Des entrepôts du dernier kilomètre pour Cdiscount et Amazon. Ouais, et c'est nos clients qui ont investi dans ces produits-là. Au début, ils voulaient investir pour des enseignes du quotidien, où moi j'appelle vraiment à regarder ça dans le long terme. Et là, ils ont fait une super affaire parce que les rendements ont été très élevés. Alors, non, mais juste un point, j'y pense, parce que Alain Dinin est venu nous voir il y a quelques semaines, et c'est toujours évidemment passionnant. Et lui, en fait, sa grande idée, parce que tu as quand même, malgré tout ce que tu dis, un sujet de financement autour de la construction. Voilà. Et lui dit, la vraie solution, c'est de considérer l'investisseur en immobilier comme une entreprise, avec possibilité de déduire ses pertes, etc. Et non pas comme un rentier, tu vois, le truc là, mais vraiment comme un entrepreneur qui investit dans la construction. Oui. Il est de carotte fiscale, alors. Ce qui changerait la donne. En fait, il a d'autres carottes fiscales. Il a les carottes fiscales qu'ont toutes les entreprises, de l'amortissement, de la déductibilité des pertes et toutes ces histoires-là. Et c'est beaucoup plus sain. Tu sais très bien qu'une partie de notre activité d'investissement a toujours été de faire de la défiscalisation, quelle qu'elle soit. Et tu sais très bien que j'ai toujours été d'accord avec toi qu'on n'est que simplement sur de la perfusion. Alors que là, c'est vrai que tu reviens sur un fonctionnement qui est beaucoup plus sain, fonctionnement d'entreprise. Au final, le coût pour l'État elle-même, mais peut-être que l'implication des professionnels et des particuliers dans justement le contrôle qu'ils font de l'emplacement et de ce qu'ils achètent, comme la carotte fiscale n'est plus construite de la même façon, ils se feront peut-être un peu moins voir. Bon. Ce que tu viens de dire là qui est intéressant, tu arrives à convaincre tes clients justement, parce que c'est vrai qu'a priori, ils doivent dire « Ah non, pas là-dedans, vous avez vu la crise, alors justement, Monsieur Van Nuffel, vous êtes fou ». C'est là que c'est intéressant, et j'espère qu'ils vont écouter, parce que ça fait des mois que j'ai pris mon petit bâton de pèlerin. Il y a un secteur qui s'est très vite remis, c'est le secteur, alors on appelle ça du private equity, donc en fait l'investisseur investit au capital d'une société, ça va, oui. Et derrière le sous-jacent c'est de l'immobilier. Absolument. Bon, donc tu prends un immeuble d'habitation à Paris, ou un vieil immeuble tenu par un assureur où il y avait des vieux locaux, et c'est retapé dans les nouveaux espaces d'utilisation des bureaux, donc du coworking, avec des trucs un peu funky comme on a chez Net Investissement, Toboggan, Babyfoot, etc. Bon, ça c'est des actifs qui étaient hyper prisés par nos clients. Et là, en ce moment, Stéphane, il n'y a plus les investisseurs étrangers. Ils peuvent plus venir. Ils ne viennent plus depuis 1 an, les mecs. Les mecs qui arrivaient du Moyen-Orient, des pays anglo-saxons, les Indiens, les Chinois, qui avaient d'énormes moyens et qui remportaient systématiquement les hôtels particuliers parisiens à 40 millions, ils sont plus là. Donc les prix ne bougent pas, mais ils sont plus là. Et donc tu dis qu'il faut en profiter alors. Ah oui, c'est pas nous on peut pas en profiter. Il faut avoir les moyens. Mais en tout cas, les opérateurs me confirment que eux,
ayant des véhicules où ils collectent, comme les SCPI, le cash des investisseurs, ils n'ont plus le problème de la banque qui n'arrive pas à suivre non plus, parce qu'en ce moment, la banque elle a autre chose à faire avec les dettes garanties par l'État. Et bien, en ce moment, il y a des opportunités, non pas parce que les prix baissent, parce que les prix sont très très flats à Paris, mais il y a des opportunités. Et je finis juste sur ça. Oui, mais alors vraiment à plusieurs, il faut se mettre pour le... quand tu rentres ton hôtel particulier de Strasbourg, il vaut mieux être 2-3 000 pour essayer de l'acheter. Tu vois, voilà. Stéphane, si on cite une SCPI comme Primopierre, qui est la plus grosse SCPI de France... Primopierre, comme Primonial, ton nouveau partenaire. Oui, mais je peux t'en citer une autre. PF Grand Paris de Périal, qui est l'acteur historique, c'est des SCPI à 3 milliards de valorisation. Donc il y a à peu près 4 000 associés, monsieur, madame, tout le monde, avec des frais d'entrée de 2 000. C'est pour ça que ça marche, ces produits-là. C'est qu'en fait, tu investis sur un sous-jacent qui reste de l'immobilier, c'est un produit financier, et puis tu achètes des trucs que tu peux quand même voir. Alors, je finis juste parce que c'est vraiment mon dada en ce moment, c'est l'hôtellerie. Ah, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que lorsqu'on parle de ce type de produit, donc des fonds communs de placement à risque, ça s'appelle, mais comme tout risque, il existe, tu as un rendement important, etc. Pas de fiscalité à la sortie si tu détiens les parts pendant 5 ans, donc pour les Français fiscophobes, c'est super. Et là, tu investis au capital dans un fonds qui va investir non seulement au capital pour acheter des murs d'hôtels, mais également pour participer à l'exploitation de ces hôtels. Bon, alors je peux comprendre que les gens aient eu peur au premier trimestre, voire au deuxième trimestre 2020. Bon, mais pour un fonds qui est lancé là, en ce moment, donc qui est en phase de collecte auprès des clients et qui va commencer à investir en ce moment, et dont les hôtels seront réhabilités et remis en exploitation, je te le donne en mille, fin 2021, au mieux premier semestre 2022 pour la saison d'été. Je ne comprends pas que les gens n'y aillent pas si ce sont des hôtels dans le 15e arrondissement de Paris, dans le centre de Lisbonne, dans le centre de Bordeaux. J'en sais rien parce que ce qui fait la rentabilité des hôtels, c'est le voyage professionnel. Il ne s'est pas arrêté, Stéphane, crois-tu et on verra. Ouais, mais on verra. Je ne t'ai pas dit le cœur d'Agen ou de Cahors. Non, mais le voyage professionnel à Paris, partout dans les capitales, s'il y a un élément qui peut-être va être profondément transformé par ce qu'on a travaillé, par ce qu'on a traversé, c'est sans doute cette idée de traverser l'Europe pour faire une réunion, un meeting, etc. Voilà. C'est pas ce que je dis, parce qu'attention, évidemment, c'est très bien que... C'est ça qui fait la rentabilité de ces établissements. Je dis juste qu'à partir du moment où tu as un opérateur qui va acheter les murs et gérer l'exploitation, automatiquement, il va avoir, il va plus être dans la vieille foncière, parce que moi, je te parle juste d'investir normalement dans les murs. Là, c'est dans l'exploitation. Donc ça change. Non, mais ça change tout, parce que là, il va commencer à s'adapter. Je te donne un exemple. Il y a de plus en plus de projets qui devaient être des hôtels d'affaires, qui sont devenus des hôtels des actifs de co-living. Donc il y a une part en étudiants, il y a une part en seniors, et il y a une part en affaires. Ce qui est très bien d'ailleurs pour non, mais moi j'adore parce que. L'affaire de 30 ans qui vient une étudiante de 20 ans, bon, c'est sympa. Tu On le verse aussi d'ailleurs en demeurant. Tu reconstitues un couple qui avait disparu et qui était l'immobilier et le risque. Donc c'est très bien, c'est très intéressant. Et donc forcément ça apporte des rendements plus intéressants. Évidemment. Puisqu'il y a davantage de risques. Et tu sais, aujourd'hui, il y a un grand groupe hôtelier qui s'appelle Accor. Et il y a un grand faiseur de produits financiers de ce type-là qui s'appelle Keys Reim. Bon. Accor, en ce moment, ils sont sur le lifestyle. Bon, voilà. Et en même temps, ils sont sur ce qu'on appelle l'asset light. C'est-à-dire qu'Accor, en ce moment, se débarrasse de l'exploitation. Il s'est déjà débarrassé des murs il y a un certain temps. Il se débarrasse maintenant de l'exploitation. Tout à fait. Accor et Keys-Rem ont créé, en fait, un produit qui permet finalement d'assurer la détention des murs, la gestion, et la marque reste détenue par Accor. Donc, en fait, Accor garde toujours, finalement, une vision comme McDonald's là sur un super franchisé. Et quand tu as du Mama Shelter, quand tu as de l'hôtel 25e heure, qui sont des hôtels modernes, moins chers, rapides, où il y a un super bar, un rooftop, etc. C'est comme ça. L'hôtellerie d'affaires, elle va évoluer, mon cher Stéphane, parce que moi qui viens souvent à Paris, le Mercure du coin, ça m'intéresse un peu moins. Le Mama Shelter, en revanche, où il y a un peu d'ambiance, je peux faire venir un client et faire un baby-foot géant, ça change tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, on est au bout, il faut tourner. Il faut cette rotation, il faut la saisir. On a compris. Et encore une fois, c'est très intéressant. Merci. Cette période où... Mais c'est cette période où, effectivement, les opportunités sont à saisir. Il y a des rotations, les opportunités sont à saisir. Stéphane Van Nuffel, donc, fondateur de netinvestissement.fr, notre invité sur Bismart.